Bonjour à tous, bienvenue dans Génération Humaniste. Dans cette émission, nous aborderons tout d'abord le pacte énergétique lancé par le CDH. Un pacte qui a comme objectif une meilleure maîtrise des prix de l'énergie pour le consommateur belge, et ce, notamment via l'instauration d'une accise sur l'uranium afin de financer, entre autres, le développement des énergies renouvelables. Face à la flambée du coût de l'énergie, pour le CDH, il est temps de réagir. Les humanistes ont lancé il y a peu un pacte énergétique fédéral, régional et communal. Un pacte qui met en place des mécanismes pour maîtriser l'augmentation des prix. Avoir une possibilité d'accise sur la matière première uranium afin d'avoir, je dirais, une juste rétribution du nucléaire dans le cadre des finances fédérales, mais aussi d'avoir un retour sur la facture auprès du consommateur. Et deuxième mécanisme, c'est d'avoir une meilleure politique avec des vases communicants pour faire en sorte que ce ne soit pas toujours le consommateur qui doive payer et qui doivent souffrir de l'augmentation de la matière première ou d'une fixation des prix des certificats verts qui est fixée, ou des spéculations sur l'amende au niveau des certificats verts. C'est donc toutes ces anomalies que nous voulons dénoncer. Je pense qu'il est essentiel de pouvoir agir avec tous les leviers dont on dispose. En matière énergétique, dans la belle lasagne institutionnelle qu'est la Belgique, nous avons effectivement des leviers du côté du fédéral, mais aussi du côté de la région. Et nous devons être volontaristes à cet égard, plutôt que de lancer simplement quelques petites idées people. Quelques illustrations concrètes, nous devons du côté de la région wallonne élargir probablement la réflexion sur la notion de client protégé qui bénéficie effectivement de tarifs sociaux. Je pense qu'il faut élargir aussi le débat pour pouvoir toucher cette classe moyenne qui, même quand l'un des conjoints ou les deux travaillent, est confrontée à de larges difficultés pour qu'elle aussi puisse payer un tarif qui soit inférieur à celui du marché. Après la catastrophe survenue au Japon, la sécurité dans les centrales nucléaires est devenue la priorité numéro 1. Le premier échevin à Oui rappelle que les combustibles usés sont stockés depuis des années à Tihange. Il invite la sous-commission de la sécurité nucléaire à visiter les installations de la centrale. Je vis à 500 mètres de la centrale nucléaire de Tihange et donc cette préoccupation est essentielle et nous sommes particulièrement attentifs à la fois aux mesures qui sont prises pour la sécurité des installations, mais également toutes les mesures sont prises concernant par exemple le combustible usé et le retraitement de celui-ci. Le combustible usé pour l'instant, suite au moratoire, est stocké sur site dans des piscines. Et nous souhaitons évidemment qu'une solution soit donnée parce qu'on ne peut pas comme ça continuer à stocker sur place un combustible qui a été utilisé mais qui est encore fortement radioactif. Le CDH a également tenu à rappeler ses positions sur le nucléaire. Notre option a toujours été claire. Nous sommes évidemment à terme pour la suppression de l'énergie nucléaire lorsque nous aurons été en capacité, en assumant aussi notre indépendance au maximum énergétique, lorsqu'on aura été en capacité de faire un switch maximal vers le couple, au fond, énergie renouvelable, économie d'énergie. À terme, ça, c'est évidemment l'idéal et c'est notre option. Quel visage pour la Belgique de demain? Sera-t-elle un État fédéral ou une union de 4 régions? Bruxelles et la Wallonie auront-elles des institutions en commun? Autant de scénarios envisageables, bien sûr, après 9 mois de négociations. Pour débattre de ces différents thèmes, le Centre d'études du CDH organise mardi prochain, le 29 mars, un forum aux facultés universitaires de Namur. Autour d'une table ronde animée par le sénateur Francis Delperré, il y aura des professeurs de droit constitutionnel et de sciences politiques. Les scénarios du possible, ce sont des scénarios réalistes. Il n'est pas question de faire l'inventaire de toutes les solutions imaginables, celles qu'on peut trouver par le biais d'un effort d'imagination ou de travail scientifique. Non, il faut regarder ce qui, dans la Belgique d'aujourd'hui, dans la contexture politique du moment, est peut-être réalisable. Pour ma part, en tout cas, j'ai toujours pensé qu'une Belgique asymétrique pouvait peut-être être réalisable. Je veux dire par là que les aspirations des uns au nord et les aspirations des autres au sud et au centre ne sont peut-être pas identiques. Eh bien, il faut tenir compte de ces préoccupations différentes pour aménager les institutions, peut-être de façon différente.
Depuis plusieurs mois, nous sommes engagés dans des négociations pour réformer les compétences de l'État fédéral, savoir quelles compétences devraient encore être exercées par l'État fédéral, lesquelles devraient être exercées par les régions et par les communautés. Mais justement, à propos de régions et de communautés, on ne discute pas de la structure de l'État fédéral. Mais pourtant, de plus en plus de personnes, de voix se font entendre pour dire que, vu l'ampleur des compétences qui sont transférées, il faudrait également que les structures, donc les communautés, les régions de l'État, soient réformées. L'ancien conciliateur, Johan van de Lanotte, mais aussi plusieurs professeurs d'université, ont fait des propositions en ce sens. Eh bien, le 29 mars, donc, nous vous proposons de réfléchir à ces différents scénarios, aux avantages, aux inconvénients de ces réformes de l'État, non seulement des compétences, mais également des structures. Est-ce que cela faciliterait la négociation? Est-ce que cela rendrait encore plus compliqué? Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces négociations, plus d'informations sur à quoi pourrait ressembler la Belgique de demain, rejoignez-nous le 29 mars à Namur, à la faculté de droit. Objectif H025, le nom vous est peut-être déjà familier. C'est l'opération que le CDH va poursuivre jusqu'à la fin de cette année 2011. Un plan qui vise un meilleur accompagnement du jeune de l'école jusqu'au premier emploi. Et cela démarre par une grande consultation auprès du secteur de la jeunesse. Place aux jeunes sur l'estrade de cet auditoire de Louvain-la-Neuve. Ces jeunes, actifs dans différentes associations, sont venus nous faire part de leurs attentes, leurs craintes, leur vision de l'engagement au XXIe siècle. Je pense qu'on ne peut pas demander à tous les jeunes de s'impliquer dans la vie et dans la société, mais le problème de l'engagement se pose vraiment à partir du moment où le jeune a envie de faire quelque chose de sa vie, mais n'en a pas la possibilité, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes d'insertion sociale. Et donc je pense vraiment que c'est notre devoir à nous jeunes, mais aussi aux adultes, même si on est quand même des adultes, il faut le préciser, de vraiment favoriser cette participation. Ce ne sont pas les enfants qui sont dans une famille où tout se passe bien, où les parents font tout ce qu'il faut, les aident, les soutiennent. Ce ne sont pas ceux-là qui ont vraiment besoin de sortir, d'aller voir autre part ce qui se passe. Ce sont ceux vraiment qui ont du mal, qui sont les plus seuls, les moins soutenus, qui ont besoin de s'ouvrir à l'extérieur. Et j'ai pas l'impression que cela se retrouve dans peut-être l'offre d'activités et de soutien qu'on a maintenant en communauté française. Je voudrais vraiment faire en sorte que les espaces de parole donnés aux jeunes soient vraiment efficaces et soient vraiment porteuses de sens au final. C'est une recherche du sens, moi je suis vraiment attaché à ce point-là. Donc on peut effectivement avoir l'impression que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas engagés, mais je pense que l'engagement évolue avec le temps. Aujourd'hui on s'engage plus. Il n'y a pas que l'engagement politique, aujourd'hui on s'engage pour des causes qu'on veut porter, comme par exemple l'écologie. Et ce forum n'est que le début d'une vaste opération consacrée aux jeunes que le CDH et les jeunes humanistes poursuivront tout au long de l'année 2011. L'esprit et la méthode qu'il faudra appliquer, c'est vraiment une posture d'écoute des jeunes. Et donc voilà pourquoi c'est important de lancer par exemple les carrefours de la jeunesse, où on pourra réunir tous les acteurs du secteur de la jeunesse, réunir des jeunes pour pouvoir les entendre sur leur réalité, sur leurs problèmes, sur leurs rêves, et de pouvoir justement avoir un message politique qui est le plus en accord avec la réalité des jeunes au final. On doit, avec exactement le même volontarisme, accompagner, aider, offrir des formations, réinsérer, soutenir, coacher, orienter, avec le respect de la personnalité et avec le respect aussi des désirs. Je pense que ça doit fédérer toutes les énergies, mais pas uniquement des niveaux de pouvoir. C'est des acteurs éducatifs, des acteurs de l'enseignement, des entreprises qui ont un rôle majeur et une responsabilité sociétale majeure en matière de formation qu'ils sous-estiment beaucoup trop. Tous les partenariats publics-privés, c'est avec les acteurs locaux, c'est avec l'ensemble des réseaux, quels qu'ils soient. Tous ces acteurs seront présents au carrefour de l'éducation qui débuteront le 31 mars. En attendant, les jeunes sont invités à faire entendre leur voix sur le site www.h0-25.be. Pour rappel, le premier carrefour de l'éducation aura lieu jeudi prochain, 31 mars, au siège du CDH à Bruxelles. Il réunira différents acteurs du monde de l'éducation, mais également toute personne intéressée par le débat. Et vous êtes bien entendu les bienvenus. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous après les vacances de Pâques pour une nouvelle émission. À bientôt.